Nous sommes le samedi 6 juin 2020, c'est le rendez-vous des faits de société et de faits divers et suspects troubles de télévision. C'est tous les samedis, j'imagine que vous êtes tous confortablement installés comme des punaises sur un tapis pour connaître la météo des faits divers et des faits de société. Nous sommes bien sûr au Cameroun. Gilbert Manguet comme toujours assure la réalisation et nos amis du montage sont également présents, Gladine Kameli et le métronome Abar Zolo. Commençons cette villégiature avec ces fusils des différents modèles, caoutchouc, couteaux mortels, tenues militaires et même des drogues qui ont été saisies mardi 2 juin 2020 dans un camp abritant des combattants séparatistes dans le village Malende dans l'arrondissement de Kumba 3. Dans la foulée, un général séparatiste a été neutralisé avec lui. Certains de ces combattants, ce lot d'armes à feu a été présenté à la presse à Kumba, région du sud-ouest, le mercredi 3 juin 2020. Je vous propose d'écouter à cet effet le préfet de la Mémé, Chambelin donc, il s'exprime au micro de l'autre info. Avec le soutien des populations, cette opération qui a été conduite de main de maître par nos forces de maintien de l'ordre avec professionnalisme, que je tiens ici à féliciter sincèrement pour ces efforts, que ces forces ne cessent de ménager pour que les populations soient dans le temps. Je leur dis sincèrement merci, toutes mes félicitations. J'invite également les populations à collaborer sincèrement avec ces forces pour ramener la paix et le calme dans ce département. Et aussi, je ne saurais terminer sans dire à ces combattants qui n'ont pas d'autre souci que de déposer les armes. S'ils ne déposent pas les armes, comme je leur donne l'opportunité, je vais continuer à aller pour chasser. Et les résultats, nous les connaissons tous. Bon, ils ont encore cette porte ouverte qui leur a été gracieusement donnée par le président de la République, le père de la nation, pour qu'ils déposent les armes et qu'ils rejoignent le reste des paisibles populations pour la reconstruction du département de la Mémé. Encore des bandits. Cette fois, nous sommes dans la capitale économique au lieu d'Ibépanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les populations de cette partie du Cameroun ont réussi à neutraliser 2 bandits et puis remis aux mains des forces de sécurité. Ces brigands tentaient de dévaliser une boutique de téléphone portable. Les précisions dans ce reportage. Le jour du 27 mai 2020 marque une fin de course pour 2 braqueurs du quartier Bépanda dans le 5e arrondissement de Douala. Armés, ils ont été stoppés net dans leur besogne par les populations alors qu'ils essayaient de dévaliser une boutique de téléphone. En date du 27 mai 2020 aux environs de 19h, nous sommes saisis par la population de Bépanda au niveau de one-to-one au sujet des braqueurs qui ont fait irruption dans le magasin de vente de téléphones portables appartenant à un certain Djumbessi. Aussitôt, nous sommes transportés sur les lieux et avons constaté que la population riveraine avait déjà assiégé ces 2 malfrats. La colère des populations sera fatale pour l'un des malfrats qui meurt alors qu'il est transporté à l'hôpital du district de Daïdou. Ces 2 malfrats STP portaient des signes de violence graves. Alors que nous les conduisions à notre unité, nous constatons que le nommé Yaya Aboubakar, âgé de 26 ans, était grièvement blessé et nous conduisons donc à l'hôpital du district de Daïdou. Chemin faisant, il est décédé et avons laissé le corps dans cette morgue. Quant à son complice, le nommé Tchomo Ndassi Dorian, déjà blessé, est retenu dans nos cellules. Autre action de la brigade de terre de Bépanda, dans la compagnie de Douala 2e, la saisie de trépieds et autres amplis dérobés par un repris de justice dans un studio. Appartenant à un certain Dambou qui avait un studio à Bépanda, lequel studio a été cambriolé par un certain de Château, refus de justice en date du 18 mai. Or, au cours de l'enquête, nous avons pu faire des descentes
et avons pu saisir ce que vous voyez là. Quand dans le château, l'hôtel principal des Frères a été déféré au parquet depuis ce matin. Un ensemble d'opérations qui est mené grâce à une bonne collaboration entre la gendarmerie et les populations de Bipanda. Seul frein à l'exercice de cette unité dans ce quartier, l'absence d'un véhicule de service. Les descentes se font jusqu'à présent avec les moyens de bord. Il y a quelques jours, un géant incendie a été déclaré à la prison centrale de Nubel à Douala. Jusqu'à ce jour, les causes de ce sinistre sont encore ignorées. Retour sur ce sinistre dans ce reportage de Lila Renganze. Jusqu'à 17h cet après-midi, les flammes continuaient de dicter leur loi à la prison centrale de Nubel, et ceci en dépit de la prompte mobilisation des sapeurs-pompiers présents sur le lieu. Les gros nuages de fumée s'élevant vers le ciel auront vite convaincu les prisonniers initialement rassemblés dans la grande cour à chercher de l'air pur. Instinct de survie, c'est sur les toits et les grilles les séparant de l'extérieur qu'ils s'agglutineront, tandis que sont mobilisées en face les forces de l'ordre préparées à toute tentative d'évasion. Descendu sur le terrain, le sous-préfet de Douala, deuxième voisin direct de la prison, sera parmi les premières autorités arrivées sur les lieux. Suivront entre autres le préfet du Vouri et le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadibou. Selon les sources sur place, le feu serait parti du quartier Texas et on enregistrerait plus d'une dizaine de blessés évacués vers les formations sanitaires environnantes. Située en plein cœur du marché central dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, la prison centrale de Nubel, connue pour sa surpopulation carcérale, n'est pas à son premier incendie. Le dernier en date, en 2015, avait mobilisé les sapeurs-pompiers pendant toute une nuit. À l'heure actuelle, aucune information sur les causes du sinistre de ce jour, le nombre total de blessés et les autres dégâts matériels et humains enregistrés. Un jour après cet incendie à la prison centrale de Nubel, à quoi ressemblait cette partie du Cameroun? On va rappeler que la prison centrale de Nubel est située dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Léla Renganze s'y est rendue. Voici son reportage. Prison centrale de Nubel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le calme est revenu sur les lieux après le grave incendie survenu ce 28 mai. Aux alentours du bâtiment ce matin, les petits commerces ont repris, eux qui ont déserté les lieux la veille dès la montée des premières flammes. Oui, les gens fuyaient, n'importe qui avait peur. Beaucoup de gens embarquaient les choses pour rentrer. Et nous, quand on vendait l'eau là, on avait peur de venir vers la prison, vers ici là pour vendre. Parce qu'on voyait comment la fumée sortait fort. Oui. Et après, on a vu comment les sapeurs-pompiers venaient. Il y avait au moins 4 sapeurs-pompiers qui venaient. Après, il y avait les policiers, la voiture des gendarmes, des policiers qui venaient en courant, vous savez. Oui, quand l'incendie a commencé, il y avait les motomanes, nous on était juste là. Et du coup, tout le monde s'est mis à fuir, quoi. On n'a pas su vraiment ce qui s'est passé. Rien que seulement, comme tu étais dehors, ça faisait d'abord peur. Au début, il y avait la police et les gendarmes et ils ont bloqué la route. Oui, parce que ça faisait franchement peur. Quand tu restais même dehors, rien que seulement la chaleur là, faisait d'avoir peur. Et les gens fuyaient. La police a chassé les gens pour bloquer la route. Oui, les gens fuyaient, ils ont essayé de chasser les gens. Ça a fait jusqu'à le marché, ça a arrêté même. Devant la prison, un dispositif a été mis sur pied pour éviter la circulation des véhicules et motos. Seuls les piétons ont le droit de traverser la barrière, contrôlée par les forces de l'ordre. Impossible de connaître l'état des lieux à l'intérieur après le passage des flammes. Les portes du pénitencier resteront indéfiniment fermées à nos caméras. D'ailleurs, toutes nos tentatives pour avoir un premier bilan auprès des autorités resteront elles aussi vaines. Peut-être les jours d'après. Un immeuble de 4 niveaux s'est effondré au lieu dit Malendé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'était le 30 mai 2020. Il faut noter que l'on a pu observer plusieurs pertes matérielles et des personnes gravement blessées. Les riverains ne se sont pas empêchés de réagir au micro de l'autre info. Ils nous disent exactement ce qui s'est passé. C'était vers 16h, nous étions là en face avec le voisin. Du coup, il y a un ami qui est sorti, qui causait avec la dame à l'immeuble. Et la dame lui disait que non, c'est le vin de quoi que tu bois. Nous, on sortait donc juste pour regarder. L'immeuble a commencé à se ficher.
Enfin, les fissures, c'est là où les dames du salon sont sorties. Elles ont dit que non, elles ne peuvent plus rester à l'intérieur. En sortant, donc, nous sommes tenus là devant. Le gars est allé envoyer son frère d'aller chercher la dame avec les enfants. Quand il montait maintenant chercher les enfants en haut, l'immeuble s'est affaissé. Les enfants étaient déjà sortis, mais la dame en question est restée, elle était encore dans le... Du coup, c'est quand l'immeuble est descendu, chacun s'est versé là pour essayer de la sauver. On l'a menée à l'hôpital général. Et il y a beaucoup eu de blessures, mais pas de morts. R3. C'est les appartements. J'étais juste devant l'immeuble. J'ai échappé belle parce que moi-même je vis à côté, j'avais les enfants à l'intérieur. Signalons à tout fin utile que ce énième frondement dans la capitale économique remet au goût du jour le problème du non-respect des normes architecturales dans les constructions. On rappelle ici qu'en 2016, les autorités compétentes de la ville de Douala avaient mis sur pied des mesures fortes pour endiguer ce phénomène. Où en est-on avec ces mesures? Suivons plutôt ce reportage. En juin 2016, une étude révèle l'existence de 500 immeubles à risque à Douala. Des chiffres qui font suite au trio de mesures que la ville de Douala entendait prendre à cette époque pour prévenir le phénomène d'effondrement d'immeubles en construction dans le Vouri. Après une inspection menée sur le terrain, un demi-millier de constructions étaient alors potentiellement concernées par des démolitions. Bien en poste à cette époque, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Dibois, estimait qu'il était temps de changer de méthode dans le contrôle. Le phénomène de construction anarchique est une gangrène qu'il faut éradiquer. Ce qui participe du non-respect des normes architecturales est toujours à l'origine des pertes en vie humaine. Nous voulons dire qu'une fois de plus, il est nécessaire qu'on fasse très attention lorsqu'on a à construire un bâtiment, qu'on se réfère aux experts, que ceux qui ont la maîtrise du génie civil puissent être à nos côtés, qu'on n'ait pas seulement de l'argent à faire élever des murs. Sur le terrain, il est difficile de faire un rapprochement entre les discours des responsables du littoral qui indiquaient déjà le mardi 21 juin 2016, à la suite d'une réunion extraordinaire, la mise sur pied d'une brigade de contrôle et répression conformément à la loi en vigueur et la réalité sur le terrain. 4 ans après, les choses n'ont pas changé. Les constructions anarchiques continuent de dicter leurs lois au nez et à la barbe des autorités locales. Ce qui pourra amener à dire que l'équation du non-respect des normes architecturales dans la construction est au-dessus de l'intelligence des pouvoirs publics. Faudrait-il le souligner, chaque année à Douala, au moins 3 effondrements des immeubles se produisent avec des pertes énormes aussi bien en matériel qu'en vie humaine. Tenez par exemple le 20 mars 2017, un effondrement faisait 3 morts et plusieurs blessés graves à Bonandouma. En juillet 2019, c'est un R+4 qui s'effondre au quartier Nganguer dans le 2e arrondissement. Le 14 janvier 2020, cette fois, c'est un R+1 qui s'effrite en Dorbon. Le dernier en date est celui du 30 mai 2020, un R+4 survenu à Malangué dans le 5e arrondissement, causant multiples dégâts et de graves blessés. Une triste effigie qui remet en cause les multiples campagnes de sensibilisation et de régularisation relatives au permis de bâtir. La victime assise à même le sol avec un corps couvert de sang est de nationalité camerounaise. Alain Tazo, de son nom de famille, a, d'après des témoignages, été agressé le 1er juin dernier aux environs de 17h par une présumée bande nigériane. Une attaque qui fait suite à une concurrence commerciale dans un secteur où seul le meilleur stratège peut s'attirer la bonne clientèle. Ma tête est tout fendue, mon dos, même chose, mes bras. Si je vous montre, vous serez vraiment étonné. Le gars qui avait la hache là, ils sont deux. La hache et les fers, les barres de fer. Vraiment, je ne sais pas. Je suis seulement là que le Seigneur me donne la force. C'est même ma tête là, on ne sait pas encore s'il faut qu'on opère ou bien s'il faut qu'on fasse quoi que ce soit. Les mêmes témoignages font état de ce que cette agression n'est pas la première du genre. Il s'est avéré 4 jours avant le conflit que les Nigériens ne supportant plus partager cet espace avec les 2 Camerounais, parce que là on parle de 3 Nigériens, face à 2 Camerounais dans ce même couloir. Après plusieurs menaces subies par les Camerounais par ces Nigériens, les Camerounais ont décidé toujours de rester propres et de continuer à exercer leur business sans nuire à autrui. Les Nigériens se lassant du déroulement de la vente des Camerounais, puisque le Camerounais a un talent de vente par rapport à son éloquence, les Nigériens n'ont pas supporté de voir plus de clients chez les Camerounais.
les Nigérians ont agressé ces 2 Camerounais. Ils les ont dépouillés. Ils ont bastonné un d'entre eux, un coup au niveau de l'œil, et ont pris son portefeuille, moyennant une somme d'argent, et son téléphone portable. Regroupés en communauté dans la ville de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au lieu dit Dera et plus précisément à Fichmora, les Camerounais en compagnie des gros bras vont organiser une battue au fin de mettre la main sur les auteurs de ce qu'ils ont qualifié d'agression et d'arnaque. On a un corps ici qu'on appelle le CID. C'est un corps sauvagement entraîné pour des assauts. C'est eux qui ont pris l'engagement d'aider la communauté camerounaise à retrouver ces Nigérians. Les Camerounais ont reçu arrêter 6 Nigérians qui faisaient partie du groupement qui attaquait les 2 Camerounais. Mais dans les 6, il n'y avait pas les 2 personnes qui ont commis l'acte. Les 6 ont été remis au CID, qui ont été conduits à la police. La police a essayé de trouver des solutions pour calmer les Camerounais, puisque les Nigérians n'étaient plus sur place. D'autres Nigériens étaient cachés dans certains abords. Avec le déploiement de la police, ils ont réussi à sortir et c'est comme ça que d'autres ont été arrêtés par les Camerounais et remis entre les mains de la justice des Émirats Arabes Unis. Alors qu'une enquête a été diligentée par l'autorité judiciaire des Émirats Arabes Unis pour mettre la main sur les agresseurs des 2 Camerounais sortis de l'hôpital après des soins intensifs, la représentation diplomatique du Cameroun dans ce pays n'est pas restée à faune. Et pour l'instant, nous attendons la réplique du consul général du Cameroun aux Émirats qui s'est chargé d'aller rendre visite aux blessés et on attend un peu de savoir la suite de ce côté-là. Il y a eu mouvement d'humeur à Douala le 3 juin 2020 à la représentation régionale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 6 Abonapriso, les réfugiés pour la circonstance convertis en grévistes, s'offusquent du silence du chef de bureau quant aux fonds à eux alloués dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Ils ont décidé d'envahir cette direction aux fins de voir plus clair. Seulement, ils seront stoppés par les forces de sécurité. Voici à ce propos la réaction de quelques réfugiés au micro de l'autre info. Et moi, je m'appelle Moutilo Gopris, je suis de la nationalité centrafricaine, je suis leader de la collectif des réfugiés de l'Ittora, Douala. J'aimerais intervenir sur ce sujet de revendication à cette problème de confinement des réfugiés. La Genève, qui est la siège de bureaux de réfugiés dans le monde entier, a donné l'argent dans tous les pays européens et africains pour les réfugiés, pour le confinement de 3 mois. Dans d'autres pays, en Tchad, les gens trouvent 120 000 par personne, y compris avec le complément familial, c'est plus. À Centrafrique, le pays qui est dans la guerre, on donne 100 000 francs par personne. En République du Cameroun, on donne l'argent à 150 000, ils ont divisé l'argent en 2, ils ont donné 10 000 francs aux réfugiés. Dans 150 000, on donne 10 000 francs. La Nation Unie ne veut pas ça. Et maintenant, les réfugiés doivent venir devant ce siège pour revendiquer leur acte. Ils veulent revendiquer leur acte. Ce qui se passe, on réclame notre droit. L'assistance de propagation de Covid-19 qu'on attend de réclamer auprès du bureau de HR du Douala. Par rapport à la somme qu'ils ont nous a parlé, informé que chaque ménage doit recevoir seulement 10 000 francs. C'est ça qui nous a fait remonter un peu que de passer le message avant-hier auprès du gouvernement ou bien de l'administration pour réagir, de voir comment on peut penser pour nous. Nous, c'est-à-dire dans d'autres pays que les réfugiés reçoivent, c'est 150 000 francs, 170 000 francs. Mais ici à Douala, on nous a parlé de 10 000 francs par ménage. Donc une personne, c'est-à-dire dans sa famille, il a seulement 10 000 francs. Vous réclamez 150 000 Non, 170 000 francs, comme d'autres pays ont recevoir ou perçu là-bas. Et vous devez recevoir de qui? Au niveau du chef de bureau, au niveau de l'HR de Douala ici. Et il vous a dit quoi? Pourquoi? Non, depuis là, on cherche à lui rencontrer, il ne veut même pas. Voilà la raison qu'elle a aujourd'hui. On a fait une descente pour voir comment il peut répondre à notre situation. Informés de ce mouvement d'humeur, les forces de sécurité ont aussitôt rappelé qu'en ces lieux, non pas pour brutaliser les réfugiés, mais plutôt pour les conscientiser, voire responsabiliser. Démonstration à l'instant à travers ces éléments ou ces images captées par notre homme de terrain. Vous avez fait une correspondance. Ils ont rencontré les responsables du HCR, n'est-ce pas? On leur a expliqué ce qui se passe, non? Quand ils viennent vous expliquer, vous pensez que vous marchez, vous venez où c'est pour faire quoi? Et dites-vous une chose, vous êtes sur le territoire camerounais, même si vous êtes des réfugiés. On a les lois et les règlements ici, vous devez les respecter. Vous n'avez dit à aucune autorité que vous vouliez marcher ou que vous vouliez manifester. Et vous venez, vous bloquez la route. Vous faites le bruit à côté d'une école pour empêcher les enfants de suivre les études.
Vous trouvez que c'est responsable? Non, c'est pas responsable. Et quand on vous demande de partir, vous résistez, vous venez mettre les enfants en bouclier. C'est la dernière fois. La prochaine fois, vous n'aurez pas le bénéfice de cette magnanimité. Hein. Vous comprenez? Je vous comprends, cher. Mais s'il vous plaît. Non, on ne veut pas. Écoutez, j'ai causé à vos responsables, à votre président, à tout le monde. Vous comprenez? J'ai dit pour vous laisser parler d'abord, on est cette causerie éducative. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas un débat. Votre problème de fond, nous, on ne peut pas les régler. Mais je vous dis, en matière de maintien de l'ordre, c'est nous, donc ne venez pas faire le désordre. Quand on vous dit faites ceci, écoutez-nous. Vous comprenez? Donc vous pouvez partir. Mais utilisez pour ne pas violer les droits des enfants jusqu'à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas prendre des enfants de moins de 4 ans, 5 ans. Vous venez mettre devant votre manifestation pour réclamer 170 000. Est-ce que c'est normal? Et qu'est-ce que vous faites de la distanciation sociale? Qu'est-ce que vous faites des mesures barrières? Éviter les regroupements de plus de 50 personnes. Là, vous êtes une centaine. Qu'est-ce que vous faites du Covid-19? Mais soyons sérieux, les gars. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Imaginons une seconde. Vous n'avez pas de masque. Écoutez, mon cher. Merci, monsieur, merci. Merci. S'il vous plaît. Non, on n'est pas contre la loi camerounaise. On respecte la loi camerounaise. Nos dirigeants qui sont là, le message passe là plus rapidement que ce que vous faites là. Le fait là, c'est les traites. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Non, je ne parle pas de médias. Je parle de mes frères là. C'est pour nos frères quand on est là. C'est pas pour lâcher même. Ce que vous dites là, ils ont même supérieur. La même chose qu'ils ont dit. C'est qui? HN nous paie pas la maison. HN dans le Cameroun. Même les écoles, même l'hôpital, tout ça. Moi j'ai demandé le territoire camerounais. J'ai demandé les gens que tu avais. Je voulais rentrer chez moi. Donnez-moi les papiers. Ils sont sur le nom du Cameroun. Les gens qui travaillent. Je ne veux pas aller à Jacques. Moi je vais rentrer. J'ai la lettre là dans ma poche. Rapatriement volontaire. Permettez-moi de rentrer chez moi. Ils nous tournent comme ça parce qu'on nous bloque ici. Pourquoi on envoie un petit téléphone? Ça c'est qui? Ibrahim, c'est moi. Un téléphone. Vous êtes comme ça, c'est moi. Où sont les téléphones? Il y a mon petit téléphone. Ton téléphone est chez ton président. C'est le monsieur qui a pris. J'ai dit ton téléphone est chez ton président. C'est le commissaire qui voilà un qui l'a remis ici. Tu parles là-bas. C'est pas ça, c'est noir. Ça c'est à qui? Non, mon téléphone est chez ton président. Voilà ça, non, ça c'est le téléphone. Mais vous avez pris deux téléphones. Il a pris non, ce n'est pas un petit téléphone, c'est le. Nos caméras ont également réussi à capter quelques instants forts de ce mouvement d'humeur. Regardons ensemble. Les enfants, on paie la maison avec quoi? On paie la maison avec quoi? On se voyait à coronavirus. On ne mange pas. Payer la maison. 4 mois, 7 mois. Maintenant, on mange. C'est quoi? C'est quoi? Notre droit. On a trop souffert ici. On nous a trompés en disant qu'il y a une réunion et on nous a donné des messages de gauche à droite. Et jusqu'à on est arrivé, les autorités ont commencé à nous chasser, nous taper, on nous traîne comme les esclaves. Est-ce que c'est normal alors que nous sommes les êtres humains? Regardez-moi aussi, je suis enfermé pour rien, avec un seul motif. Je viens de sortir en prison, je viens pour entrer en direction là, on m'a chassé, me bloquer de gauche à droite. Imaginez savoir, nous sommes où? Quitte de l'augmentation du nombre de cas de la Covid-19 au Cameroun, qu'en pensent les Camerounais? Suivons plutôt les réactions. Ça fait vraiment peur, ça fait extrêmement peur. Parce que justement, on se dit que les mesures barrières ne sont pas respectées et que la population de Douala particulièrement ne les respecte pas et va normalement à leurs occupations. Or, il faut faire le maximum pour respecter les mesures barrières. Ça nous fait peur, hein? Ça nous fait peur vraiment. Jusqu'à même comme on sort là, on a peur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu vas rester à la maison pour manger quoi? Pour envoyer ton enfant à l'école avec quoi? Comment on dit maintenant que l'école va s'ouvrir? Hein?
C'est ça le grand problème. Ça nous fait peur, mais on fait comment? Oui, personnellement, ça ne m'effraie pas. Personnellement, parce que bon, on dit qu'il y a des cas, mais je ne sais pas vraiment si ces cas existent en fait. Personnellement, ça c'est d'après mon point de vue. Même pas peur, même pas un peu. Ça me fait vraiment peur. Parce qu'en fait, si quelqu'un dit qu'il n'a pas peur de son nom, ça veut dire qu'il n'a pas peur de la mort. Bien sûr, ça doit me faire peur. Ça nous fait prendre conscience du fait que la menace existe et qu'il faut redoubler de vigilance. Donc il faut prendre à cœur, respecter les mesures barrières et éviter les sorties autant que possible. Pour sortir de cette émission, je vous invite à présent à regarder ces quelques images. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville de Douala, au lieu dit Vallée Bessengue. C'est le sans commentaire. Les rediffusions de notre info, c'est tous les dimanches lorsqu'il est 18h30 et puis les mardis lorsqu'il est 9h30. C'est un plaisir, mesdames, messieurs, restez nous fidèles. Nos programmes se poursuivent en temps réel. Dans un court instant, vous aurez ça débarre, une présentation de Solange Déalard. Gilbert Manguet, comme toujours, a assuré la réalisation de cette autre livraison de l'autre info. Nos amis les monteurs étaient également de la place de la zone Kamini et le métronome à Banzolo. C'est un plaisir. René Nassimoto, je m'appelle, mesdames, messieurs, restez nous fidèles. Au revoir et bon samedi à tous.